Bonjour Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Vous êtes député MoDem, député des Hauts-de-Seine, et vous connaissez bien le Parlement européen pour y avoir siégé de nombreuses années. Le rejet de la candidature de Sylvie Goulard par le Parlement européen, candidature à la Commission européenne, ne vous a pas surpris. Emmanuel Macron, lui, a été surpris. Oui, c'est un jeu, à votre avis? C'est une manœuvre pour cacher sa défaite? Moi, j'ai d'autant moins été surpris, si vous voulez, que c'est moi qui ai inventé cette procédure en 2004. Avant, on avait l'habitude d'auditionner. Non, l'audition, elle a été faite dès la mise en œuvre du traité de Maastricht. Mais l'idée de faire voter la Commission au terme de l'audition, ça, on ne le faisait pas. On envoyait une lettre simplement pour donner une opinion, l'opinion de la Commission. En 2004, j'ai introduit ce vote et d'ailleurs, ça a conduit à rejeter le commissaire italien. Donc, c'est arrivé plusieurs fois. Comme l'a très bien montré Jean-Yves Le Drian hier, qui a tenu, je crois qu'il a eu tout à fait raison devant l'Assemblée nationale, à banaliser la chose. Il y a eu 3 candidats qui ont été présentés par différents pays et qui ont été rejetés, dont Sylvie Goulard. S'agissant de Sylvie Goulard, c'était assez clair que ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Dès le début, le MoDem, François Bayrou, vous-même, vous aviez dit... Pas possible d'être ministre en France. On avait dit que c'était un risque. Bon, c'était difficile de le dire parce que, et je pense que c'est ça qui a abusé Emmanuel Macron, Sylvie a de grandes qualités, de compétences, d'aptitude au travail, de connaissances linguistiques, de connaissances des affaires européennes et d'engagement européen. Mais il y avait derrière tout ça tout un ensemble de choses qui n'allaient pas, dont le fait d'avoir reçu des sommes très importantes, 330 000 € pendant qu'elle était parlementaire et dont elle n'a pas, c'est ça que je n'ai pas très bien compris, dont elle n'a jamais fourni une explication convaincante. Mais il y avait aussi la mauvaise relation qui s'était établie avec le PPE, aggravée par des déclarations un peu intempestives de Nathalie Loiseau, qui avait traité le président du PPE, Manfred Weber, de has-been. C'est tentant, quand on est traité de has-been, de montrer qu'on a encore un peu de pouvoir. Vengeance. Manfred Weber, ce matin, dans le Figaro, s'en défend en disant à Emmanuel Macron, arrêtez de blâmer les autres. Et il y a un élément quand même de... Mais il a tout à fait raison de dire que la réaction d'Emmanuel Macron était tout à fait à la fois disproportionnée et inopportune. Il a attaqué Mme von der Leyen. C'est pas compliqué de voir que Mme von der Leyen ne connaît pas bien le Parlement. La présidente de la Commission. La présidente désignée de la Commission. Elle y arrive, elle a eu une courte majorité, elle ne connaît pas très bien cette affaire, elle a de grandes difficultés avec le PPE, qui est son propre parti. Donc, la droite européenne. Donc il fallait, oui, c'est les conservateurs. Bon, donc il faut mettre une croix sur cette affaire, ravaler éventuellement notre colère, la colère du gouvernement et de l'Élysée. Il n'y a pas lieu d'avoir une colère, c'est une procédure. Le président français, le gouvernement français désigne une candidate avec l'accord de la présidente de la Commission. La présidente de la Commission détermine seule, ce que ne paraît pas admettre les autorités françaises, le portefeuille de la personne en question. Alors précisément, et le Parlement approuve. Parlons de ce portefeuille. Aujourd'hui, l'Élysée dit on verra, on va laisser passer un peu de temps avant de désigner un prochain candidat pour représenter la France, en tout cas un prochain candidat commissaire français. L'essentiel, c'est de garder le portefeuille. C'est comme ça que ça se passe? Mais c'est une vision extrêmement particulière du fonctionnement des institutions communautaires. Fausse. Le portefeuille, la répartition des compétences de la Commission entre les différents commissaires et de la compétence exclusive de la présidente de la Commission. Bon, mais elle a décidé. Bien entendu, elle cause. Elle a décidé. Elle dit la France aura. Mais non, mais c'est pas la France. Mais qu'est-ce que c'est? Le commissaire, ça c'est vraiment, ça prouve qu'on est dans ce pays complètement étranger à la logique de ce que sont les institutions européennes. Quelles sont les qualités premières demandées à un commissaire? C'est l'indépendance par rapport à son pays. Mais sachez qu'à Bruxelles, quand un commissaire parle de son pays, il ne dit jamais mon pays, il dit le pays que je connais le mieux. Très bien, c'est une jolie phrase. Il n'empêche, la présidente de la Commission européenne a dévolu à la France un portefeuille. Mais non, pas à la France, à un titulaire. On verra qui connaît le mieux la France. Si on met quelqu'un qui est compétent. Jean-Yves Bourlanges, au candidat qui connaît le mieux la France, candidat ou la candidate, il a été dévolu un portefeuille qui est industrie. Mais non, il est dévolu à un titulaire. On verra qui on sort. Si on sort un spécialiste de l'arme atomique, ou si on sort un spécialiste si on met Mme Esther Duflo, ce qui serait une idée intéressante, le prix Nobel de l'économie, on lui donnera le portefeuille de la pauvreté.
attendez, c'est pas du tout, on n'est pas dans Mais les autres portefeuilles sont déjà attribués. Mais ils sont déjà attribués, on verra. Et maintenant, la commission doit être approuvée par le Parlement comme un collège. Il y a 3 commissaires qui sont à redésigner. La présidente van der Leyen, la présidente van der Leyen va redéfinir tout cela. C'est son affaire. Je trouve que là, dire on a le portefeuille de la France, comme si la France avait un secteur de la politique européenne qui lui soit affermé nationalement. C'est un pouvoir collégial que celui de la Commission. La répartition des compétences se fait sur un mode technique. Elle est de la responsabilité de la présidente de la Commission. Évidemment, nous ne sommes pas en apesanteur et la présidente de la Commission est amenée à discuter avec les différents gouvernements. Mais de dire, oh là, il y a le portefeuille de la France, et il est c'est ce que dit Emmanuel Macron, hein, mais l'Élysée. Oui. Je pense depuis le début, depuis le discours de la Sorbonne, que j'ai approuvé dans son inspiration, mais dont j'ai tout de suite repéré qu'il avait comporté certaines faiblesses dans son dispositif, sur l'Europe. Emmanuel Macron n'a pas, je crois, perçu ce qu'était exactement un système institutionnel européen. Ce qui fait qu'il a accumulé des malentendus avec le Parlement européen, ce qui est absurde, puisque nous sommes le pays, et Macron est formidable sur ce plan-là, nous sommes le pays qui veut relancer l'Europe, et l'institution qui pourrait nous y aider le mieux, c'est le Parlement. Or, on a laissé se créer tout un ensemble de malentendus avec le Parlement, parce qu'on reste prisonnier de ce qu'on appelle simplement une conception strictement intergouvernementale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se réconcilier avec ce Parlement ? Il faut l'écouter, il faut lui parler, il faut afficher une lecture du développement institutionnel de l'Union dans lequel il se retrouve. Je crois que la France n'a pas, et ça a été le grand manque, je crois l'avoir dit ici, ça a été le grand manque de la campagne européenne générale d'ailleurs, ça a été de faire comme si le problème institutionnel, c'est-à-dire comment s'organiser les pouvoirs européens, n'était pas posé. Or, le pouvoir est posé, nous avons des ambitions qui sont celles d'un État fédéral et nous avons un moteur qui est un moteur complètement paralysé par l'intergouvernemental. Tant que nous resterons dans cette contradiction, l'Europe sera condamnée aux bonnes intentions et à l'inefficacité pratique. Le débat en France s'est enflammé d'un seul coup autour du problème du port du voile, en particulier pour les sorties scolaires. Est-ce qu'il faut interdire le port du voile pour les sorties scolaires? Moi, je ne m'enflamme pas là-dessus. Je crois que c'est un très, très grave problème. Je pense qu'il faut exactement savoir ce qu'on condamne. Moi, d'abord, est-ce que le voile est un instrument, est un signe religieux? Historiquement, non. Je me rappelle le livre le premier article que j'ai écrit dans ma vie, c'était sur un livre de Germaine Tillon, Le harem et les cousins, où elle expliquait que le port du voile était lié à une modification des structures de la parenté, n'était pas du tout lié à une religion. Mais c'est devenu un signe religieux. C'est devenu un signe d'asservissement des femmes. Ce que Germaine Tillon dit, les hommes ont inventé ça pour se protéger de l'exogamie, c'est-à-dire pour éviter qu'on leur pique leurs femmes. Bon, là, c'est un signe. Ce qui est une marque d'humiliation, d'aliénation des femmes, doit être condamné. Mais on le fait. Moi, je crois que le vrai critère, c'est la dissimulation du visage. Je ne vois pas pourquoi on reprochera des femmes d'avoir le même voile que la Vierge Marie. Je suis désolé. En revanche, je trouve inadmissible qu'après avoir voté une loi contre le niqab et contre la dissimulation de l'identité, elle soit systématiquement inappliquée. Dans ce pays, il faut d'abord commencer à appliquer les lois sévères, difficiles, parce qu'aller à Mantes-la-Jolie pour essayer d'appliquer cette loi, ça n'est pas fastoche. Aller effectivement dans des boîtes de luxe où les femmes qataries arrivent ou saoudiennes arrivent complètement voilées, etc. Et on leur dit, bon... Pas fastoche non plus. Non, pas fastoche. Donc, essayons d'appliquer les lois. Et pas d'en faire une autre. Refusons dans le service public tout signe religieux, et l'accompagnement des femmes, c'est des enfants pour les sorties scolaires. Il est tout à fait normal que les femmes, à partir du moment où leur visage est clairement identifié, s'habillent comme elles l'entendent. Moi, je reste assez libéral sur le plan, et je me rappelle que Locke, le grand Locke, que nous révérons tous, n'est-ce pas, cher Nicolas, le grand Locke disait que le vêtement fait partie des libertés individuelles de l'habeas corpus. Le vêtement et l'habeas corpus. Merci Jean-Luc Bourlange.